Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de 24h Sénat. Voici les titres. Le renouvellement des instances du Sénat désormais officiel. On connaît la composition du bureau, le décryptage de Tam Tranui dans ce journal. Première diffusion demain de notre documentaire inédit sur les coulisses de l'élection de Gérard Larcher. Pendant un mois, nos journalistes ont suivi le sénateur des Yvelines et l'ancien Premier ministre Jean-Pierre Raffarin dans leur conquête du Sénat. On en parle dans un instant. Jean-Michel Baillet, candidat malheureux aux dernières sénatoriales et président du Parti radical de gauche, veut un nouveau pacte gouvernemental. Un pacte qui conditionnera la participation du PRG à la majorité. Faut-il moduler les allocations familiales en fonction des revenus? Cette idée qui fait polémique a été relancée par des députés socialistes. Plusieurs gouvernements ont essayé par le passé mais ont dû renoncer. On posera la question à nos invités dans le débat de ce 24h Sénat. Le projet de loi de financement de la sécurité sociale présenté en Conseil des ministres est déjà vivement critiqué pour ses coupes dans les prestations familiales. Objectif pour le gouvernement, réduire de 2 milliards d'euros le déficit en 2015 grâce à des économies sur les médicaments et les actes inutiles. Les principales mesures de ce texte avec Ilyone Schultz. À la sortie du Conseil des ministres ce matin, une seule question semblait monopoliser l'attention. Faut-il ou non moduler les allocations familiales en fonction des revenus ? Il y a dans ce texte des mesures importantes pour l'accès aux soins, avec le tiers payant pour les familles modestes, pour l'installation de médecins dans les déserts médicaux, pour le renforcement des actions de prévention pour les enfants par exemple. Donc le débat va s'engager, mais ne faisons pas comme si ce texte ne portait que sur les allocations familiales. Le débat a pourtant été relancé hier par des députés de la majorité, occultant quelque peu les autres aspects du texte du gouvernement. Ce dernier vise près de 10 milliards d'euros d'économies, dont 3,2 pour l'assurance maladie. Comment ? En réduisant d'abord les dépenses de l'hôpital, avec des économies sur les achats, mais aussi sur le développement de la chirurgie ambulatoire, qui permet un retour au domicile le jour même de l'intervention. Autre objectif, améliorer la pertinence des prescriptions et des actes réalisés par les médecins hospitaliers et cliniciens. Par exemple, une pénalité financière pourra être imposée à un établissement qui pratiquerait trop d'appendicite par rapport à une moyenne. Le texte prévoit aussi de développer la prescription de génériques et projette de baisser le prix des médicaments. L'Assemblée nationale commencera l'examen de la loi la semaine prochaine en commission. Et on reparlera de la modulation des allocations familiales dans 24h Sénat, le débat à la fin de ce journal. Claude Barthelone, le président de l'Assemblée nationale, va présider une mission sur l'avenir des institutions avec l'historien Michel Vinocq. Dans un livre publié aujourd'hui, Claude Barthelone propose la suppression du poste de Premier ministre, la fusion du Sénat et du Conseil économique, social et environnemental, ainsi que la réduction du nombre des députés et l'introduction d'une dose de proportionnelle pour leur élection. J'accueille sur ce plateau nos journalistes Tam Tranui et Jérôme Rabier. Bonsoir. Alors Jérôme, on va voir avec vous la bataille du plateau, j'en parlais à l'instant. Mais d'abord, Tam, on connaît maintenant la composition officielle du bureau et ainsi que les commissions permanentes. Oui, pour les commissions, ça ne sera officiel que demain. Et effectivement, après l'UMP, le PS et les communistes hier, aujourd'hui, on a appris qui les centristes désignaient comme poste clé. Alors, le président du groupe, François Zocchetto, a beaucoup travaillé en amont. Il y a eu de vraies négociations, notamment pour arriver à un véritable équilibre entre les différentes sensibilités chez les centristes, entre le nouveau centre, la gauche moderne ou encore le MoDem. Le résultat, c'est que Catherine Morin-Desailly hérite de la culture. Hervé Moret, lui, arrive au développement durable. Et puis, 2 délégations reviennent aux centristes. Chantal Joanneau, que certains imaginaient d'ailleurs plutôt au développement durable, hérite finalement de la délégation aux droits des femmes. Et enfin, Jean-Marie Bockel, qui se serait bien vu aux affaires étrangères, se consolera avec la délégation aux collectivités territoriales. On l'écoute. Ceux qui, comme moi, reviennent du terrain, puisque nous avons été récemment réélus, avons entendu jour après jour les inquiétudes et les attentes des communes, des communautés, par rapport à tout ce qui se profile, à la fois les baisses de dotation, les excès de réglementation et donc des attentes à la fois de simplification, de prise en compte également de ce que représentent ces collectivités.
Alors Tam, on observe un renouvellement de ces commissions du Sénat. Il y a des changements de tête, notamment à l'UMP. Est-ce que ça veut dire qu'il y aura une nouvelle ligne politique? Mais écoutez Delphine, je dirais plutôt des lignes. Par exemple, Bruno Retailleau, le nouveau président du groupe UMP, eh bien c'était l'un des chefs de file de la Manif pour tous au Sénat. Il craignait notamment l'ouverture de la PMA aux couples homosexuels, la légalisation de la GPA, les fameuses mères porteuses. Eh bien, à la tête de la commission des affaires sociales, c'est tout le contraire avec Alain Milon, toujours UMP, mais lui est favorable au mariage homosexuel, à la légalisation des mères porteuses, à l'euthanasie. Bref, un véritable grand écart. On va voir, on attend de voir comment ils vont travailler ensemble. Sinon, l'environnement risque un petit peu de trinquer avec cette nouvelle gouvernance. Jean Bizet, à la tête des affaires européennes, s'est fait connaître pour sa défense des OGM. Et puis Jean-Claude Lenoir, aux affaires économiques, lui, est très favorable au nucléaire et au gaz de schiste. Et puis dans l'ensemble, il y a plutôt un glissement à droite des têtes d'affiche du groupe UMP. Et d'ailleurs, hier, certains centristes du groupe nous l'ont confié à moitié en riant. Ils ont l'impression d'être désormais l'extrême gauche de l'UMP. Merci beaucoup Tam pour toutes ces explications. Jérôme Rabier, bonsoir. Bonsoir. Alors avec Paul Bouffard, vous avez suivi pendant un mois les UMP Gérard Larcher et Jean-Pierre Raffarin dans leur reconquête du Sénat. Et ce sont vraiment deux visions qui s'affrontent. Oui, ce duel, c'est l'histoire de deux hommes, deux styles, deux clans qui se sont affrontés. Et on a pu les suivre dans cette campagne et clairement, il y avait deux stratégies. Gérard Larcher, parti en campagne très tôt, dès le mois de février, il a misé sur le long terme. Face à lui, comme en 2008 d'ailleurs, Jean-Pierre Raffarin, l'ancien Premier ministre. Et lui, c'était une campagne éclair. On savait qu'il allait y aller, mais il s'est déclaré officiellement que 15 jours avant les élections sénatoriales. Ce duel, il s'est d'abord déroulé sur le terrain, dans les territoires, auprès des candidats aux élections sénatoriales. On regarde un extrait. Sur la route de Gérard Larcher, rôde un autre prétendant, son adversaire numéro 1, Jean-Pierre Raffarin. C'est une commune riche, là, monsieur le maire, quand même. Hein c'est le Neuilly-sur-Seine de c'est une commune. Autre style, autre rythme aussi, celui d'un ancien Premier ministre en plein sprint, parti tard en campagne, officiellement depuis la mi-septembre. En Côte d'Or, lui aussi soutient le sénateur du coin. Il espère même piquer un deuxième siège à la gauche. Nous en faut deux, hein. Une femme pour la Côte d'Or, ce serait très bien. C'est son premier adjoint, je la connais très bien. Ah bon, on va la mettre, hein. Faut la mettre, hein. L'ancien chef de gouvernement a lui aussi une idée en tête, séduire. Il compte sur eux pour lui faire gagner le fauteuil de président. Quand l'un est parti, l'autre vient faire campagne au même endroit, seulement 4 jours après. Ce que je disais, en ces temps de crise, vraiment, c'est vachement important la proximité. Toujours en Côte d'Or, mêmes images, mêmes élus locaux. Les deux candidats se marquent à la culotte. L'affrontement s'intensifie. Bonjour. Bonjour. Pas question pour Gérard Larcher de céder du terrain. Alors Jérôme, vous avez eu accès aux coulisses. Comment ça s'est passé avec les deux hommes? Alors, d'un côté, Jean-Pierre Raffarin, très tôt, il nous a ouvert les portes de son bureau. On a pu le filmer dans des séquences un peu clés. Il appelait les candidats, ceux qui avaient été élus ou réélus, pour un peu les draguer, pour essayer d'obtenir leur vote. Et ensuite, dans la période avant la primaire interne à l'UMP, il y a eu cette période de négociation dans son bureau. Gérard Larcher, lui, tout en discrétion. Ça a été beaucoup plus compliqué. Et c'est que le soir de l'élection, le 28 septembre, qu'il a accepté de nous recevoir dans son bureau, de se livrer pour la première fois, notamment pour défendre l'institution face aux attaques d'une partie de la presse. On l'écoute. Alors le Sénat, il peut avoir, comme l'Assemblée nationale, ses forces et ses faiblesses. Mais le Sénat, c'est pas vrai. C'est pas la combine sous les ors. C'est un titre populiste. Je le dis comme je le ressens. Et je le dis en respectant les journalistes. Mais je leur dis, ils n'ont pas compris cette maison. Ils n'en ont vu que des apparences. Et donc, moi qui aime cette maison, moi qui y crois, c'est ce projet que je présente. Pas pour nous-mêmes. Le Sénat n'a de sens que parce qu'il peut être utile à notre pays et à la démocratie. Alors Jérôme, est-ce que l'ombre de Nicolas Sarkozy a plané sur cette élection? C'est ce qu'on a pu entendre. On l'a beaucoup entendu. C'est vrai que Gérard Larcher, lui, est un filloniste. Il soutient François Fillon et en retour, François Fillon le soutient. Jean-Pierre Raffarin, il a été critique avec Nicolas Sarkozy, mais à la fin, il soutenait son retour et Nicolas Sarkozy l'aurait soutenu discrètement en passant quelques coups de fil. Donc vraiment deux stratégies. Tout le monde annonçait un duel très serré, mais finalement,
premier tour, Gérard Larcher s'est imposé. Comme en 2008, l'équilibre du groupe UMP n'a pas bougé malgré 45 nouveaux électeurs sur les 145 sénateurs UMP. Même équilibre, même résultat. Alors, c'est une répétition de l'histoire, un comeback inédit au Sénat. Gérard Larcher reprend la présidence. Et je peux vous dire, on était avec lui au moment où il a été serré la main de Jean-Pierre Bel pour reprendre le petit Luxembourg, le siège de la présidence, et il était très ému. Eh bien, merci beaucoup Jérôme. Donc, votre documentaire qui s'intitule Duel au plateau, la reconquête du Sénat, réalisé avec Paul Bouffard, c'est à voir demain sur Public Sénat à partir de 23h. Merci beaucoup. Merci. Des salariés sans papier qui occupent un salon de coiffure afro dans le 10e arrondissement de Paris ont reçu le soutien aujourd'hui de 2 sénatrices communistes. Ils dénoncent un patron esclavagiste et s'inquiètent d'un système mafieux qui domine le quartier Château d'Eau. Reportage de Charles Villanov et Julien Monser. Un système frauduleux et l'exploitation d'êtres humains, c'est ce que dénoncent ces parlementaires communistes. Ce matin, ils sont venus soutenir les coiffeurs sans papier du salon New York Fashion. 18 employés victimes d'un manager aux pratiques mafieuses, une réalité dans tout le quartier de Château d'Eau. Je suis quand même étonné de découvrir que en plein cœur de la capitale, nous avons des zones de non-droit. Nous avons plus de 1500 salariés, certainement, dans ce secteur, qui travaillent dans des conditions déplorables, travaillent au noir. Venant de Côte d'Ivoire, du Nigeria ou de Guinée, ces salariés percevaient 400 € par mois pour une moyenne de 15 heures de travail par jour. Sans contrat de travail ni carte de séjour, ils étaient constamment menacés par leur employeur. Mais si l'État ne nous reconnaît pas, qu'on ne nous donne pas le droit qu'on réclame, on est obligé de toujours être à la merci de ces patrons profiteurs. On ne veut plus. J'ai des enfants. Comment je m'en occupe? Je ne veux pas me prostituer. Je veux travailler. Prendre soin de mes enfants. Je suis fatiguée, tellement fatiguée. Je me bats depuis 3 mois. Qu'est-ce que je dois faire? En mai, ils se mettent en grève et obtiennent un début de régularisation, mais le gérant dépose le bilan le mois suivant et disparaît. La CGT, qui aide ces personnes depuis 3 mois, a porté plainte pour faillite frauduleuse et traite d'êtres humains. Elle a été rejointe dans son combat par les parlementaires. Quelle horreur de s'entendre dire quand on est une femme, si vous ne voulez pas accepter les conditions de travail qu'on vous impose, eh bien allez vous prostituer. Le 23 octobre prochain, le tribunal de grande instance de Paris doit décider si les employés seront expulsés de la boutique qu'ils occupent. Et dans le reste de l'actualité politique, les centristes votent pour choisir un successeur à Jean-Louis Borloo. Les 27 000 adhérents de l'UDI ont jusqu'au 14 octobre pour départager Hervé Morin, Jean-Christophe Lagarde, le tandem Yves Gégaud et Chantal Joanneau, et enfin Jean-Christophe Fromentin qui fait état de dysfonctionnements liés au fichier. Pauline Dame. Au cœur de la bataille, 3 hommes et un tandem. Hervé Morin, l'héritier du parti. Ancien UDF, il lance en 2007 le nouveau centre, une des principales composantes de l'UDI, des troupes et une notoriété plus importante que ses adversaires. Hervé Morin est aujourd'hui le favori dans la course à la présidence. Face à lui, Jean-Christophe Lagarde, le challenger. Maire de Drancy, il crée en 2012 sa propre structure, la FED, Force européenne démocrate. Une manière de marquer son indépendance vis-à-vis du nouveau centre. Vice-président du Parti radical et ancien fidèle de Nicolas Sarkozy, Yves Gégaud forme avec la sénatrice Chantal Joanneau un tandem. Mais leur passage par le gouvernement Sarkozy pourrait jouer en leur défaveur pour conquérir le parti. Enfin, Jean-Christophe Fromentin, l'outsider. S'il est marginalisé sur ses positions en matière sociétale, le maire de Neuilly est le seul candidat à ne pas être soupçonné d'être prêt à s'offrir à l'UMP. Derrière cette élection, c'est le I de l'UDI qui se joue. Il y a 3 enjeux dans cette élection. C'est l'enjeu de l'indépendance. Est-ce que l'UDI va rester indépendante? Comment faire en sorte qu'aujourd'hui l'UDI passe un cap, ne reste pas ce 4e parti? Si les résultats sont contestés, contestables et ric-rac, on peut penser qu'il va y avoir des tiraillements. Et là, c'est l'existence même de l'UDI qui est en cause. Et il ne faut pas oublier que les centristes n'ont jamais rechigné à faire imploser les structures quand ils en avaient envie. Indépendant, rassembleur, le vainqueur devra également tirer profit des difficultés que traverse l'UMP et le PS pour répondre présent à la présidentielle de 2017. Nous vous en parlions hier. Après sa défaite au sénatorial, le Parti radical de gauche menace de quitter le gouvernement. Le parti de Jean-Michel Baillet tenait aujourd'hui son bureau. Le récit de cette journée avec Cécile Sixou et Faustine Saint-Geniès. On est chez nous et j'ai rien à vous dire. Françoise Laborde a bien reçu le mot d'ordre, pas de commentaires avant le bureau national du parti. On va voir si la fumée blanche ou noire sort.
Cette fois, c'est la participation du Parti radical de gauche au gouvernement qui est en jeu. Après l'échec des sénatoriales et la perte de 4 sièges, Jean-Michel Bailey, par réélu, brandit pour la 2e fois la menace de quitter le navire majoritaire. Pour l'occasion, les ministres radicaux étaient de la partie, Sylvia Pinel, Thierry Braillard, mais aussi Annick Girardin. Pas de déclaration, merci. Après plus de 2 heures, la soixantaine d'élus radicaux présents au bureau se sont mis d'accord. Pour le moment, ils restent au gouvernement. Nous souhaitons rencontrer le président de la République de nouveau, rencontrer le Premier ministre et poser les bases d'un nouveau contrat de gouvernement. Pour les ministres, les résultats électoraux ne seraient pas la seule cause de désamour. Puisque le Parti socialiste veut continuer à gouverner avec les radicaux. Les radicaux le veulent, mais ils le veulent à condition d'être entendus. On n'est pas là simplement pour être des turiféraires, à porter nos voix, voter des textes. On a aussi des choses à dire et je crois que c'est cela qu'il faut qu'on mette une bonne fois pour toutes en place pour qu'on puisse poursuivre le redressement du pays et la politique qui est menée. Les radicaux décideront définitivement s'ils partent ou restent le 17 octobre prochain lors de leur comité directeur. 24 heures Sénat, tout de suite le débat. Et on ouvre le débat de ce 24 heures Sénat sur la modulation des allocations familiales en fonction des revenus avec nos invités ce soir. Annie David, bonsoir. Bonsoir. Sénatrice communiste de l'Isère, merci d'être avec nous. Avec nous également sur ce plateau, Jean-Marie Van Leeuwenberg, vous êtes sénateur UDI-UC du Pas-de-Calais. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir, merci. Annie David, première question, est-ce qu'on peut toucher aujourd'hui à ce principe d'universalité des allocations familiales? Moi, je ne suis pas d'accord, en effet, à ce qu'on touche à ce principe d'universalité des allocations familiales. Ça fait partie, cette politique familiale fait partie de notre pacte social et c'est ce qui a permis d'avoir une politique qui soit à la hauteur des besoins des familles. On prétend avec cette modulation faire jouer la justice sociale, mais à côté de ça, dans le même temps, il y a une mesure qui va être de supprimer, enfin de diminuer par 3 la prime naissance à partir du 2e enfant. Et là, pour le coup, on ne parle plus de justice sociale parce que là, ce sont bien les familles modestes qui seront le plus touchées. Donc, en réalité, je crois que la question à se poser, c'est est-ce que la politique familiale est un droit ? Auquel cas elle doit rester avec son universalité de droit, ou bien est-ce que la politique familiale est une charité? Et moi, je ne suis pas pour que ce soit une charité. La politique familiale est un droit et elle doit le rester. Jean-Marie Van Leeuwenberg, alors ce n'est pas une idée qui vient du gouvernement. Ce sont des parlementaires socialistes qui, par voie d'amendement, proposent cette modulation des allocations familiales. Quelle est votre position? Écoutez, une fois n'est pas coutume, mais je vais être d'accord avec ce que dit Annie David. Moi, je crois qu'effectivement, la politique familiale, c'est un tout. Et qu'on a eu cette chance, depuis la libération, d'avoir une politique familiale soutenue et qui conduit aujourd'hui à un taux de fécondité pour les ménages, pour les couples et pour les femmes, bien sûr, en âge de procréer, qui est excellent. C'est le second en Europe, quasiment l'équivalent d'ailleurs de l'Irlande. Donc, attention de ne pas toucher à ce qui marche. Je crois que les familles aisées contribuent comme les autres, et même peut-être plus que les autres, à justement nos politiques de solidarité. Je ne vois pas pourquoi aujourd'hui le principe d'universalité serait remis en cause. C'est, comme l'a rappelé d'ailleurs parfaitement Annie David, je dirais un aboutissement qui serait dommageable à un ensemble de politiques qui se tient. Et c'est comme, ça serait un effet domino, on touche à quelque chose. Moi je crains fort que, autrement dit, la logique nataliste qui jusqu'à présent a prévalu avec succès, ne soit totalement remise en cause. Ne touchons pas à la politique qui est ici aujourd'hui parfaitement exemplaire, je dirais, en France. Pourtant, on est bien dans une période où on a besoin de faire des économies, David, alors comment on fait? Alors, ça, c'est toujours l'éternelle rengaine. On doit faire des économies, on doit économiser je ne sais combien de milliards sur le budget de la sécurité sociale. Et alors, avec cette mesure... 700 millions d'euros d'économies dans les prestations sur la branche famille, voilà, oui. Mais sur la sécurité sociale, c'est plusieurs milliards. Donc là, 700 millions pour la branche famille. Mais je voudrais quand même rappeler que la branche famille est une des rares branches qui est, on va dire, à l'équilibre. À quelques euros près, c'est une branche qui est à l'équilibre. Et pourquoi prendre de l'argent, faire
faire des économies, 700 millions sur la branche famille, alors qu'il y a d'autres moyens pour faire des économies. Et c'est même pas une histoire d'ailleurs de faire des économies, mais c'est pour avoir des recettes supplémentaires aujourd'hui si on est en déficit. Et là, je crois que pour le coup, on sera sans doute pas tout à fait d'accord avec Monsieur Van Arenberg, mais il faut s'attaquer aux recettes. Aujourd'hui, 20 milliards de fraude, cotisation patronale. C'est pas le groupe communiste qui le dit, c'est la Cour des comptes. 20 milliards. Eh ben, il n'y a plus de trou. C'est vrai. Beaucoup plus sérieusement aux fraudes aux fraudes des cotisations patronales, par exemple. Il y a également la fraude fiscale. Elle ne rentre pas, c'est vrai, la fraude fiscale dans le budget de la sécurité sociale, mais elle rentre quand même dans le budget de l'État. C'est entre 40 et 80 milliards selon les travaux du rapport qui a été fait ici même au Sénat. Donc, attaquons-nous à cette fraude fiscale et faisons en sorte... un peu à la question sur ces allocations familiales. Quand même, les familles les plus aisées, il ne devrait pas y avoir un plafonnement, Annie David, sur ces allocations familiales? Non, la politique familiale est un droit. Pour moi, la politique familiale est un droit et elle est en fonction du nombre d'enfants dans chaque famille. Ensuite, il y a un quotient. On y a déjà touché plusieurs fois et l'an dernier, il y a eu déjà une baisse du quotient familial. Donc, il y a déjà eu des rognements sur cette politique familiale. Moi, je conteste l'idée que sous couvert d'austérité et sous couvert de faire des économies... C'est un marqueur de gauche pour vous, la politique familiale? C'est un marqueur de gauche, mais c'est un marqueur social. C'est une politique sociale qui, en effet, répond à des besoins des familles. Et moi, sincèrement, nous portons même une proposition de loi pour que les familles, dès le premier enfant, touchent une allocation familiale. Et donc, je ne vois pas pourquoi il faudrait priver les familles les plus aisées. Donc, ce débat n'aura pas lieu au Sénat, Jean-Marie Van Arenberg, puisqu'on a vu le gouvernement cet après-midi, par la voix de Laurence Rossignol, ouvert à ce que les amendements des députés socialistes soient débattus à l'occasion de l'examen du PLFSS. Écoutez, on verra bien ce qu'il en résultera à l'Assemblée nationale. J'ai entendu ce matin à la radio Madame la ministre Marisol Touraine hésiter sur cette question. En ce qui nous concerne, la réponse est claire. Je pense qu'il y aura une majorité au Sénat d'ailleurs sur ce point. Je pense qu'on a aujourd'hui abaissé d'ailleurs plusieurs dispositifs de la politique sociale. Le plafond, la garde d'enfants, le congé parental, on a baissé les prestations. Quel est le problème, en fait? La branche famille était parfaitement équilibrée. Et on a simplement tapé, on peut dire, dans les recettes. On a déséquilibré financièrement la branche famille pour transférer une partie de ces recettes vers le fonds Solidarité Vieillesse. Exactement. Bon, on peut le comprendre, on peut imaginer, mais... ce n'est pas maintenant que de dire, voilà, la branche famille est en déséquilibre, il faut tout à fait rééquilibrer. Écoutez, essayons de voir, comme l'a dit Annie David, avec d'autres recettes. Il y a, dans bien d'autres domaines, et nous aurons l'occasion d'y revenir à la Commission des affaires sociales au Sénat, des économies à faire dans le domaine justement de l'assurance maladie, sur un certain nombre de prestations, et surtout à ne lutter contre les fraudes aux cotisations sociales qui, je crois, ont été depuis longtemps sous-estimées. Jean-Marie Arenberg, si je comprends bien, vous préférez la position initiale du gouvernement qui propose de réformer le congé parental pour avoir un partage plus je considère... entre le père ou les mères, parce que les députés socialistes, par cet amendement, préfèrent cette position. On est en train de toucher à la prime à la naissance, à la majorité, aux allocations familiales. On est en train de toucher aux aides à la garde d'enfants, etc. Je dis, on est en train de démonter une politique qui a une cohérence et qui marche bien. Et qui marche bien. Alors, de grâce, attaquons-nous à ce qui ne va pas. Et on a cité le taux, la fraude aux cotisations sociales. Il y a effectivement aujourd'hui des prescriptions. Le Sénat l'a démontré. Il y a 28% de prescriptions inutiles, superfétatoires, dans tous les domaines, aussi bien à l'hôpital que dans la médecine de ville.
bien, il faut s'attaquer à ça. Je crois que En tous les cas, ça ne va pas se faire en un jour, on a un urgent de mais vous l'AFP voyez qui nous qu'il y a dit que des François milliards Hollande nous dit que ce d'économies à principe de faire. modulation des allocations familiales n'a pour l'instant pas été retenu. Donc ça va plutôt dans le sens de vos propositions ce soir. Annie David, alors sur la réforme du congé parental, puisque c'est ce que quand même propose le gouvernement, quelle est votre position? Moi, je ne suis pas favorable non plus. Voilà, sous couvert d'égalité femmes-hommes, on va encore rogner. Et là, juste cette mesure, c'est 400 millions annoncés. Donc c'est bien, faut savoir, est-ce que c'est une mesure d'égalité homme-femme ou est-ce que c'est une mesure d'économie? Moi, je pense que c'est une mesure d'économie. Et encore une fois, c'est une mesure d'économie sur le dos des familles. Et on sait très bien, 96% de ce congé est pris par les femmes. Et si ce sont les femmes qui prennent ce congé, c'est parce que les femmes, malheureusement, parce que moi, je me bats aussi pour l'égalité salariale, ce sont souvent les femmes qui ont les salaires les moins importants dans une famille. Donc, celui qui s'arrête ou celle qui s'arrête, en l'occurrence, c'est celle qui a le salaire le plus bas. Donc là encore, on va toucher aux familles les plus modestes. Et ces femmes-là ne pourront pas avoir leur congé pendant 3 ans, 18 mois de congé parental. Que vont-elles faire de leurs enfants? Puisque d'un autre côté, on supprime aussi des budgets et des financements à la CAF pour pouvoir construire ces fameuses places de garde qui étaient promis de longue date et qui ne sont toujours pas réalisées. Donc, pas suffisamment de places de garde. On va attaquer encore le droit des femmes, finalement. Moi, je ne suis pas non plus une grande fan du congé parental parce que, malheureusement, c'est toujours les femmes qui s'arrêtent. Mais là, pour le coup, sous prétexte d'égalité femmes-hommes, on va mettre dans des situations encore plus difficiles des familles modestes et notamment des femmes qui vont être là pour le coup obligées de prendre des congés sans solde. En tout cas, on ne sait pas s'il y aura ce débat au Sénat. En tout cas, à l'Assemblée nationale, le chef de file des députés socialistes, Bruno Le Roux, demande quand même une étude d'impact pour savoir si cette modulation des allocations familiales en fonction des revenus permettrait de véritables économies. C'est quand même peut-être une proposition qui s'étudie, Jean-Marie Van Larenberg. Écoutez, moi je suis toujours favorable à ce qu'on étudie, qu'on creuse. Il y a d'ailleurs ici au Sénat un organisme qui s'appelle la MEX, la mission d'évaluation des coûts de la sécurité sociale, qui fonctionne très bien, à totale parité gauche-droite, hommes-femmes d'ailleurs, souvent aussi. Qui est maintenu dans la nouvelle gouvernance du Sénat. C'est maintenu dans la nouvelle gouvernance et son rôle, c'est de s'attaquer justement à des problèmes qui sont soulevés par la Cour des comptes, par nos constats tout simplement de terrain. Donc laissons travailler effectivement la MEX pour essayer de creuser ces questions, pour aller au fond. Je pense que là, on a l'impression que le gouvernement bafouille sa copie, essaye de trouver des petites solutions, je dirais, qui sont malheureusement des cache-misère. C'est du gouvernement qui lance un ballon d'essai, qui essaie de voir un peu comment ça réagit dans l'opinion. Annie David, vous êtes d'accord avec cette analyse? Oui, parce qu'en plus de ça, sincèrement, 400 millions d'économies. Alors évidemment, quand on annonce un chiffre pareil dans la population, 400 millions d'économies, évidemment c'est énorme, mais le budget de la sécurité sociale, c'est combien? C'est 250 et quelques milliards. Donc 450 milliards. 450 milliards. 400 millions d'euros. Qu'est-ce que c'est pour le budget global de la sécurité sociale? Mais par contre, l'étude d'impact, moi j'aimerais bien aussi qu'elle calcule ce que ça va vraiment impacter dans la vie quotidienne des familles qui vont être touchées par cette mesure que je conteste par ailleurs. Donc il y a une étude d'impact soit, mais qu'on ne voit pas seulement le côté économie pour le budget de l'État, mais le côté conséquence pour les familles. Aujourd'hui, pour une famille qui a 2 enfants de moins de 20 ans, elle touche 129,35 €, 3 enfants 295,05 €, ça, 4 enfants, ça c'est les allocations familiales. Voilà. Donc, ça, ce sont les allocations familiales. C'est encore autre chose. C'est encore autre chose, mais ça mérite peut-être aussi d'être regardé pour les familles aux revenus les plus aisés. Moi, je ne pense pas, parce que la politique familiale, je vous le dis, je me répète, mais la politique familiale, c'est un droit, et je ne pense pas qu'il faille l'associer à une histoire de revenus. La question est de savoir qu'est-ce que vous appelez famille aisée? Mais en plus, bon, si c'est comme les retraités pour la CASA, qu'on va considérer, parce que M. Hollande a considéré un jour qu'avec 4 000 € de revenus, on était riche. C'est ce qu'il avait dit, alors écoutez, à ce moment-là, on impacte toutes les classes moyennes. Parce que quand vous avez un homme, une femme qui travaillent, dans un couple qui travaille, avec 2 enfants, on a vite atteint ces sommes-là. Donc, croyez-moi, c'est une fois de plus une atteinte, alors qu'on dit qu'on ne va plus toucher aux impôts, etc., une atteinte au budget des classes moyennes. Merci Jean-Marie Van Larenberg, merci Annie David. Regardez, on a posé la question
aux internautes de notre partenaire, le nouvelobs.com. Faut-il moduler les allocations familiales en fonction des revenus? Les internautes ont répondu oui à 70%, non à 27% sur 188 votants. Mais quand les internautes seront en âge d'avoir une famille, peut-être qu'ils changeront peut-être de réponse. Merci à tous les deux d'avoir été les invités de ce 24h Sénat. Avant de terminer cette édition, le musée du Luxembourg présente la première exposition consacrée à Paul Durand-Ruel, considéré comme le plus grand marchand d'art du XXe siècle, inventeur du marché de l'art moderne. Il a découvert les impressionnistes. Le parcours réunit 80 chefs-d'œuvre de l'impressionnisme autour de Cézanne, Renoir ou Monet. On le voit d'ailleurs sur ces images réalisées par Pauline Dames. Et l'exposition ouvre ses portes demain jusqu'au 8 février 2015. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. À 22h, vous retrouvez Sonia Mabrouk. Très bonne soirée et à demain.